on va corriger encore un E3C corrigé, le dernier petit point. Au-dessus, il y aura les cours que vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos. Donc, hop, E3C, géométrie spémat, et on a déjà corrigé le premier sujet. Là, on passe au QCM. Donc, souvent, vous avez des QCM aussi à ce niveau-là. Hop, donc voilà le sujet. Donc, dans un premier temps, on a une fonction qui nous est donnée, que je vais écrire, f de x égale sinus x moins x. Donc ça, je l'écris, moi, pour... vous n'avez pas besoin d'écrire sinus x moins x. Alors, normalement, la parité des fonctions, c'est une chose qu'on voit en seconde. Donc là, on va le rappeler. On va rappeler ce que c'est qu'une fonction paire et une fonction impaire. On va rappeler ce que c'est une fonction paire géométriquement et comment le trouver aussi par le calcul. Donc, ce qu'on appelle en fait une fonction paire et ensuite aussi une fonction impaire. Une fonction paire, je vais tracer un repère, donc deux repères. Fonction paire et fonction impaire. Vous pouvez noter, hein, une fonction paire, en fait, graphiquement, c'est tout simplement une fonction qui va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ici. Par exemple, une fonction paire que l'on connaît très bien, c'est la fonction qui a x associe x au carré. Pourquoi? Parce que si je trace la fonction qui a x associe x au carré, celle-ci, on constate qu'elle est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc ça, c'est la fonction qui a x associe x au carré. Et ensuite, on va voir par le calcul comment montrer qu'une fonction est paire. Parce qu'ici, l'idée, ce n'est pas de tracer la fonction, mais c'est de pouvoir appliquer le calcul pour montrer qu'une fonction est paire. À l'axe des ordonnées, oui, très bien, bravo. C'est la C, bravo. Bon, je vois qu'il y a déjà des réponses. Vous voulez avoir des points, c'est très bien. Monsieur, Anna regarde, mais elle n'arrive pas à se créer de chaîne YouTube. D'accord, bon, bah écoute, ça marche. Bon, bah, on verra avec elle la prochaine fois. Ambre, bonjour Ambre. Très bien. Alors, comment montre-t-on qu'une fonction est paire? En fait, on remarque pour une fonction paire, si je prends une valeur A ici, prenons x, d'accord, parce qu'on va le montrer avec x. Si je prends un certain x ici, j'ai f de x. On est d'accord. Maintenant, supposons que je prenne le nombre opposé à x, donc je le prends ici, donc moins x. Je monte à la courbe, je regarde son image, et ici, je devrais avoir f de moins x. Et je constate en fait que f de x et f de moins x sont égales. Ça veut dire que pour une fonction paire, on dit qu'une fonction est paire, d'accord? Donc je vais l'écrire là. On dit qu'une fonction est paire si et seulement si, quel que soit x appartenant au domaine de définition de la fonction, ce n'est pas toujours R, ça va dépendre des fonctions, on a f de moins x plutôt, égale f de x. Si pour n'importe quel x de l'ensemble de définition, cette égalité-là est vérifiée, alors on va pouvoir conclure que la fonction est paire. D'accord? Et vous allez voir dans l'application directe tout de suite. Là, pour l'instant, c'est le cours. Une fonction impaire, c'est une fonction qui, en fait, va être symétrique par rapport à l'origine. D'accord? Je vais vous faire participer davantage. Alors, vous me dites si je sors de la fenêtre. Une fonction impaire bien connue, c'est en fait la fonction inverse. Regardez, pourquoi? Parce que la fonction inverse, elle fait ça d'un côté, et de l'autre côté, elle fait ça. On constate bien qu'il y a symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Et par le calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On va faire pareil comme ici. Je vais prendre un certain x là, je monte,
je viens ici, je trouve donc f de x. Je prends l'opposé, ici, moins x, je vais le mettre là, moins x. Je descends, j'arrive là, je devrais donc trouver f de moins x. Et qu'est-ce que je remarque entre f de x et f de moins x? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quelle est la relation que vous pouvez donner entre f de x et f de moins x? Ici, on a vu que c'était la même valeur. Ici, j'aimerais que vous me disiez quelle est la relation que je peux avoir entre f de x et f de moins x. Donc, dites-le moi dans le chat. Fonction impaire, c'est parallèle à l'origine. Non, c'est pas symétrique à l'origine, Céliane, c'est symétrique comme tu le vois ici par rapport à l'origine du repère. D'accord? Alors, ça ne peut pas être une fonction qui... En fait, il n'y a jamais aucune fonction. Donc, entre-temps, donnez-moi la relation entre les deux. D'accord? Entre-temps, je vais répondre quand même à une question. En fait, ça n'existe pas une fonction, ça n'existe jamais une fonction symétrique par rapport à l'origine. Pourquoi? Traçons une fonction symétrique par rapport à l'origine. Regardez. Est-ce que tout le monde voit? Alors là-bas, oui, très bien, Céliane, bravo. Oui, Paul, c'est bien, c'est l'opposé, bravo. C'est Gilles, là? Oui, c'est Gilles. Voilà, bravo. Ambre, bravo aussi, c'est ça. Exactement, bravo à tous. Bravo, bravo. Alors, il manque par contre des étudiants. Donc, regardez, ce n'est pas possible parce qu'en fait, tout simplement, la raison est la suivante. C'est que ça n'existe pas une fonction qui, pour un nombre donné, d'accord? Ici, je donne par exemple le nombre A, et ben, vous n'avez jamais deux images. Ça n'existe pas d'avoir deux images pour la fonction. D'accord? Donc, jamais une fonction ne sera symétrique par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Ça n'existe pas, ça. Donc là, vous m'avez donné la réponse, c'est très bien. Du coup, je vais écrire la même chose que ça, ici. On dit qu'une fonction, je ne vais pas l'écrire en entier, on dit qu'une fonction est impaire, cette fois, si et seulement si, pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction, on a, cette fois, f de moins x qui vaut moins f de x. D'accord? Non, Mathéo, ce n'est pas 1 sur f de x. C'est f de moins x égale f de x. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a davantage de... Non, mais je n'ai pas dit origine par l'abscisse, monsieur. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a davantage de latence que la dernière fois. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, on va faire une pause pour la deuxième partie parce qu'il n'y a que 5 questions, ça va aller quand même assez vite. Ici, on a pris un peu de temps parce qu'il faut qu'on explique ce que c'est qu'une fonction paire et une fonction impaire. Mais sinon, on ira évidemment on ira plus vite. Donc, allons-y. On va donc, en fait, finalement, on se rend compte de quoi? Que dans tous les cas, on va partir de f de moins x. Regardez, dans tous les cas, à gauche de l'égalité, il y a f de moins x. On va donc partir de f de moins x. On va prendre un x appartenant au domaine de définition qui nous est donné. Le domaine de définition ici nous est donné. Je vais juste remettre la feuille, moi aussi. Hop, non, on ne nous a pas donné parce qu'en fait, c'est R ici, d'accord? Bon, ils auraient pu le donner, mais c'est défini pour tout x. Donc, on part de f de moins x dans les deux cas et on regarde. Si on tombe sur f de x à la fin, on pourra conclure que la fonction est paire. Si on tombe sur moins f de x, on pourra conclure que la fonction est impaire. OK? Allez, c'est parti. Donc, j'efface ça, je garde juste ça ici, comme ça on l'a sous les yeux. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, un peu moins vite qu'hier. Voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, comment rédige-t-on? Alors là, c'est un QCM. Évidemment, il n'y a pas besoin de rédiger. Il faut juste trouver la bonne réponse. Mais sur votre feuille de brouillon, évidemment, vous allez faire des calculs. Donc, moi, je vais rédiger comme si, en plus, on vous demandait de répondre à la question sans que ce soit un QCM. Bonjour Anna, parfait. Content de te voir. On a, enfin, content de te voir en ligne, parce que te voir en règle générale, ça, je t'avoue, je suis pas fan. On a f de moins x égale
Alors, est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu flou? J'ai l'impression que la connexion est moins bonne. Je retravaillerai la connexion pour la prochaine vidéo. Voilà, on verra tout à l'heure. On y va. F de moins x. Eh ben, je remplace tous les x par moins x. Ça me donne sinus de moins x. Dans le chat, là, commencez à me dire tout de suite que vaut sinus de moins x. Et nous, on fera un cercle trigonométrique pour essayer de trouver la valeur de sinus moins x. Mais normalement, ça, vous le connaissez, c'est dans le cours. Dites-moi dans le chat, que vaut sinus de moins x? Est-ce que je peux changer cette expression? Moins x, je le remplace par moins x. Donc le moins, il reste toujours là. Et le x, je le remplace par moins x. Alors j'attends toujours la réponse ici. Et là, moins et moins x, ça va me faire plus x. Ça, il n'y a pas besoin que vous me donniez la réponse. Alors allons-y, le temps que je dessine mon cercle trigonométrique pour trouver la réponse. Envoyez-moi vos réponses dans le chat. Je fais mon cercle trigonométrique. Voilà. Je prends une longueur d'arc qui vaut... Donc, alors, si je pars dans ce sens-là, n'oubliez pas que c'est les positifs. Donc ça, ici, je vais me retrouver avec moins x. Le sinus, alors est-ce que j'ai eu des réponses? Sinus x égale sinus moins x. Non, Gilles, oh, tu vas voir pourquoi. C'est pas la bonne réponse. D'autres réponses, d'autres propositions peut-être dans le chat? Sinus x égale sinus moins x. Non, ça marche pas, mais tu verras que ça marche pour une autre fonction, ce que tu viens de dire. Sinus x, pardon, sinus de moins x, c'est là. Le sinus, on le lit sur l'axe des ordonnées. Là, c'est le sinus de moins x. Est-ce que j'ai eu d'autres réponses? Non, toujours pas. Allons-y. Sinus, moi, je voudrais le comparer. Alors, est-ce que j'ai des réponses là? Moins sinus x, oui, bravo. Parce que sinus est pair sur moins 1. Attention, attention, attention. Le sinus, là, tu confonds 2-3 petits trucs, hein, d'accord? On en reparlera, mais le sinus, il est défini là-dessus. Il est compris entre moins 1 et 1, mais ce qu'il mange, ce ne sont pas des nombres qui sont sur l'axe sur l'axe du repère, mais sur le cercle, c'est-à-dire des radians, d'accord? Là, c'est moins x ici. Je constate que si je prends maintenant x ici, regardez, hop, sinus de x. Je peux donc, j'arrive à montrer ici, je vois sur mon cercle trigonométrique que finalement, sinus de moins x vaut moins sinus x. C'est ça, Paul? Oui, c'est ça. Oui, Céliane, c'est ça. Alors, pas forcément, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être c'est pas forcément compris entre moins pi et pi, ça peut être n'importe quelle mesure en radian. Donc ici, je vais pouvoir dire que sinus de moins x vaut l'opposé de sinus x. La valeur que vous avez ici, c'est exactement la valeur opposée. Donc ici, je vais écrire moins sinus de x. J'ai qu'à jeter un petit coup d'œil sur les réponses pour voir est-ce que cette réponse-là apparaît. Je jette un coup d'œil sur les réponses. Parmi les propositions, laquelle est vraie? F est pair, F est impair. Pour l'instant, je ne peux rien dire. Hein. Quoi? Si, mais il me manque quelque chose à faire. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat ce que je devrais faire? Est-ce que pour tout réel, x, f de x plus 2pi égale f de x, et f de x plus pi égale moins f de x? D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Imaginez que je mette moins en facteur là. Il me reste sinus x à l'intérieur de la parenthèse. Si le moins 1, je le distribue, ça me donne bien moins sinus x. Et là, en fait, pour obtenir la même chose, je vais mettre moins x. Du coup, regardez, si je développe, moins 1 fois sinus x, ça me donne bien moins sinus x. Moins 1 fois moins x, ça me donne bien plus x. Mais ça, c'est qui? Ben là, je reconnais f de x. Donc finalement, c'est moins f de x. F de moins x vaut moins f de x. Donc, f est pair. D'accord? Donc ça, c'est la bonne réponse.
Alors là, je ne vous l'ai pas dit, mais au-dessus, si vous regardez le sujet, si vous cliquez sur le lien, il n'y a qu'une seule bonne réponse. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'aller regarder les réponses 3 et 4 ou C et D, puisqu'on a déjà trouvé ici la bonne réponse, la fonction sinus, je viens d'écrire une bêtise, est impair. Peut-être certains l'ont vu. D'accord? Donc voilà, c'est la réponse B que quelqu'un m'avait donnée tout à l'heure. Je pense que c'était J. D'accord? Voilà. Allez, on passe à la question suivante. Ça, c'était la question 1. On va passer à la question 2. Il n'y a pas de remarque. Donc, vous regarderez. Hop, à nouveau la vidéo s'il y a un problème. Comment vous avez fait pour envoyer le moins devant le sinus x sur le reste? Alors, on avait eu moins sinus x, c'est ça qu'on avait. Donc ça, c'était f de moins x. Plus x. Je sais que ma fonction f de x, c'était sinus x moins x. Et en fait, ça, il faut que vous vous habituez. D'accord? C'est vraiment une question d'entraînement. Ces deux choses sont opposées, en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. Le moins, je le mets en facteur. Du coup, il ne reste plus que sinus x. Mais si j'écris ça, là, si j'écris plus ici, en développant, j'obtiens moins sinus x, ok, mais moins fois plus, ça donnerait moins, ça ne donnerait pas plus. Du coup, c'est pas bon de garder ça. Il faut ici, c'est toujours la même histoire comme hier. Comme avec l'exercice du problème 1, on a beaucoup parlé de ce genre de choses. Le moins, il va ici et il va donner un plus. C'est pour ça qu'en fait, il faut changer le signe là-dedans. Le moins qui est là, je le mets en facteur. Le plus qui est là, pour obtenir un plus, il faut que je remette un moins ici. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va, on continue. Question 2. Sur l'intervalle moins pi, pi, l'équation 2 cosinus x moins 3 moins racine de 3 égale 0 a pour solution, eh ben, on nous donne quelques solutions. Pareil, hein, on va résoudre l'équation. Ça aussi, on l'a déjà fait en classe. D'accord? Tout ça, c'est des questions faciles. À chaque fois, c'est un point à prendre que l'on prend assez facilement. Voilà, question 2. On va résoudre l'équation, d'accord? C'est une équation avec du cosinus et du sinus. C'est nouveau cette année. On a alors 2 cosinus x moins racine de 3 égale 0. Équivaut. Je vais isoler mon cosinus. Je vais isoler mon cosinus. Ça me fait 2 cosinus x égale racine de 3. Ça me donne cosinus x égale racine de 3 sur 2. Là, je suis content parce que c'est une valeur remarquable du cercle. Donc, je vais pouvoir dessiner mon cercle ici, cercle trigonométrique. Cosinus. Le cosinus, je vous rappelle que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Racine de 3 sur 2. Alors là aussi, pareil, il faut bien être entraîné. Donc, il y a des valeurs remarquables. Il y a dans l'ordre 0. Alors, je vais garder juste cette partie-là. Il y a aussi moins 1. Il y a aussi toutes les valeurs négatives opposées à celles que je vais écrire ici. Donc, celles que j'écris ici. Il y a 0. Ensuite, celui juste après, c'est 1/2. Ensuite, c'est racine de 2 sur 2. Ensuite, c'est racine de 3 sur 2. Et ensuite, c'est 1 dans l'ordre. Du plus petit au plus grand. Moins pi, pi, oui. Ah d'accord, c'est les réponses. Bravo Mathéo. On va regarder ça ensemble. Donc, moi, c'est celui-ci que je cherche. Racine de 3 sur 2. 1, je sais de toute façon qu'il est positionné là. Et 0, je sais qu'il est positionné là. Donc, c'est celui qui vient juste avant. Donc, c'est celui qui est ici. Racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, regardez, vous avez là et là. Ça, c'est qui ici?
c'est du pi sur 6. Oui, pi sur 6, Gilles. Pas pi sur 2, ni pi sur 3. Attention, hein, d'accord? D'accord? Mathéo, je pense que tu as compris ton erreur. Ici, ça aurait été ici. D'accord? Là, c'est du pi sur 3 sur le cercle. Là, c'est du pi sur 4 sur le cercle. Et là, c'est du pi sur 6 sur le cercle. Donc, les deux solutions qui vérifient cosinus x égale racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6 qui est ici et moins pi sur 6. On vérifie bien qu'on est dans l'intervalle moins pi, pi. Et pour ça, je vous avais donné une astuce. Comment savoir si je suis bien entre moins pi et pi, ces deux nombres-là? C'est facile en fait. Ça, c'est au-dessus de pi. C'est facile. Ça, c'est en dessous de moins pi. Là, c'est bon. Le problème, c'est lorsqu'il y a des fractions. Comment faire lorsqu'il y a des fractions? Eh bien ça, je vous avais donné une méthode. Pour que ça soit compris entre moins pi et pi, il faut que le nombre devant pi du numérateur soit plus petit que le nombre au dénominateur. Ainsi, on va obtenir un nombre compris 3/4 entre, s'il y a des moins aussi, entre moins 1 et 1. Alors que si j'avais une valeur plus grande au numérateur qu'au dénominateur, j'obtiens un nombre qui dépasse 1 ou qui dépasse moins 1. Du coup, l'idée, c'est vraiment très simple. Je regarde le nombre au numérateur. S'il est plus petit que le nombre au dénominateur, alors je sais que cette valeur-là est comprise entre moins 1 et 1. D'accord? Oui, c'est ça, Augustin. Bravo. Oui, tu avais confondu le cosinus et le sinus. C'est pas grave, il faut faire des erreurs pour apprendre, mais il faut enregistrer quand même. D'accord? Donc voilà mes deux solutions. Ici, je vais pouvoir donc effacer et écrire que ça équivaut tout simplement. Ça équivaut tout simplement à x appartient. Alors, c'est soit pi sur 6, soit moins pi sur 6. Comme c'est l'un ou l'autre, seulement, on met des accolades. Moins pi sur 6, point virgule, pi sur 6. Ça signifie que c'est soit lui, soit lui. Pas tout ce qui est entre les deux. OK? Et donc, c'était la réponse A. La précédente, c'était la réponse B. Oui, Paul. Bravo. Question 3. Alors, pour la question 3, vous allez faire une chose pour moi, là, tout de suite, avant que je démarre. Je vais quand même, le temps de faire ça. J'aimerais que vous alliez chercher là, sur Internet rapidement ou si vous connaissez la réponse, vous me donnez la réponse directement dans le chat. Donc, par exemple, ça c'est pour la question suivante, d'accord? Je vous donne une petite indication. On sait par exemple que dans un triangle, la somme des angles, alpha plus bêta plus gamma, est égale à, vous allez me donner la réponse. Et la question que je vous pose ici, essayez d'aller chercher, prenez bon, pas trop de temps non plus, mais essayez de chercher, que se passe-t-il lorsque j'ai un quadrilatère, par exemple? Qu'est-ce que je peux dire alors là, ça va être même un parallélogramme. Dans tous les cas, trouvez-moi, qu'est-ce que je peux dire, que puis-je dire de la somme des angles dans un parallélogramme? Qu'est-ce que je peux dire de la somme des angles dans un parallélogramme? D'accord? Et ensuite, on verra pourquoi. Qu'est-ce que je peux dire de la somme de ces quatre angles-là dans un parallélogramme? Est-ce que vous pouvez essayer de me trouver la réponse? Donc, la somme des angles, à quoi c'est égal? Alpha, bêta, gamma. Alors, dans un parallélogramme, j'aurais pu le faire dans un quadrilatère, mais restons dans le parallélogramme, ça va être plus simple. Donc, ici et là, j'ai les mêmes angles, c'est des angles opposés. Donc, j'ai, qu'est-ce que je peux dire de bêta, de 2 bêta, plus 2 alpha. Ça vaut combien? Le temps que j'efface, essayez de me trouver que vaut la somme des angles dans un parallélogramme. Vous pouvez le trouver vous-même, vous pouvez le trouver tout seul. Oui, je vois des réponses. Alors, je vois plusieurs types de réponses. Là, je vois 180, 180, 180, 360, 360. Alors, tous ceux qui ont bon, c'est ceux qui ont dit effectivement 360. Bravo Joseph aussi, je vois. Pour un quadrilatère ou un parallélogramme. Exactement, Paul. En fait, ça marche pour les deux, d'accord? On va le voir plus facilement ici, mais on pourrait le faire aussi avec un quadrilatère.
c'est pas 180, ça ne peut pas être 180 parce que, pourquoi? Pour la raison est la suivante. Je vais dessiner un parallélogramme un peu plus grand. Hop. Dans un parallélogramme, en fait, vous avez déjà deux triangles. Vous savez que ça, ça fait 180 degrés. Bah, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc ça fait bien 360 degrés. La somme des angles dans un parallélogramme, même dans un quadrilatère, ça garde-le en tête, ça peut vous servir, vaut toujours 360 degrés. D'accord? Vous avez la propriété bien plus connue dans les triangles, mais n'oubliez pas que dans les parallélogrammes, même dans les quadrilatères, en fait, ça marche. Ici, vous avez 180, ben là, vous avez exactement encore 180 degrés. Ok? Donc, la somme des angles vaut 360 degrés. Ça marche? Allez, on continue. Alors, comment est-ce qu'on va s'arranger? Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Soit A, B, C, D, vous allez voir, on va l'utiliser, c'est logique, oui, très bien, bravo aussi à Ludivine. On nous demande, donc on a un quadrilatère ABCD, un parallélogramme, tel que on a la longueur AB, on a la longueur AD, et on vous donne la mesure de l'angle au sommet A, pi sur 3. Et on vous demande, dites-moi dans le chat quelle est la formule du produit scalaire que l'on va appliquer. Quelle est la formule du produit scalaire que l'on va appliquer pour répondre à cette question? Toujours, nous, on a connu deux formules, d'accord? Pour l'instant, la troisième, on la verra un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la formule du produit scalaire que vous allez appliquer pour répondre à cette question, pour déterminer le produit scalaire entre DA et DC? On a DA scalaire DC égale, et je voudrais que vous me donniez la formule que vous allez appliquer. Je vais refaire le parallélogramme ici pour qu'on puisse en discuter ensemble. Si ce n'est pas le même, peut-être c'est pas très bien dessiné. Hein. Hop là, voilà. Donc ici, j'ai pi sur 3. Je connais quelle autre longueur? Je connais AB égale 3 et AD égale 4. Alors, A, B, C, D. C'est comme ça qu'ils l'ont dessiné. A, B, C, D. AB égale 3, AD égale 4. Et moi, je cherche le produit scalaire entre DA et DC. Alors, j'ai vu qu'il y avait des réponses. Elle est galère à taper, oui, mais vite fait. Non, Gilles, je crois que c'est ça. C'est pas celle-ci. En fait, ça peut pas être xx' plus yy' parce qu'en fait, tout simplement, tu n'as pas de coordonnées. Dis-toi une chose. Oh, à chaque fois, ça va arriver, cette chose-là. Faudrait que je le fixe. Bref, dis-toi que tant que tu n'as pas de coordonnées, tant que tu n'as pas de coordonnées, tu ne peux pas appliquer la formule du produit scalaire te disant de multiplier les abscisses entre elles et d'ajouter avec la multiplication des ordonnées entre elles. Ça ne marchera pas. Donc en fait, en vrai, on n'a pas vraiment le choix. En plus, on nous donne la mesure d'un angle. Donc c'est effectivement celle-ci que l'on va appliquer. Celle sans les coordonnées, c'est ça. Celle avec le cos, oui, c'est ça. Augustin, c'est ça, Blas, exactement. Donc on y va. On y va. Donc du coup, normalement, je dois avoir la longueur DA. Donc hier, j'ai mis les normes. Aujourd'hui, je ne mets pas les normes. C'est tout ça pour vous dire qu'on est libre. Hein. DC fois, et je vais encore sortir de la fenêtre là. Je vais me mettre un peu plus à gauche, comme ça on est tranquille. Hop. On a DA scalaire DC. DA DC, je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Oui, c'est un running gag, ouais, à chaque fois. Non, tu vas avoir du mal avec un repère parce que tu sais, si tu avais eu un carré, on aurait fait ça. Mais là, les angles ne sont pas droits, tu vas passer trop de temps à trouver les bonnes coordonnées des points en fait. Tu comprends le problème? DA fois DC fois le cosinus, donc ici, d'accord? Donc hop, hop, le cosinus entre l'angle orienté DA, DC. Hop, c'est bon. Alors, comment je trouve? Bah ça, je l'ai déjà. DA, DA. Je l'ai déjà, ça vaut 4. Pas de souci. Fois DC. DC, il est là. Mais moi, j'ai pas DC. Dans l'énoncé, on m'a donné AB. Et c'est pas grave. On est dans un parallélogramme.
Ok? Mais est-ce qu'on peut créer tu peux créer un repère, mais tu vas en fait, ça va être compliqué. Ton repère, soit tu vas pas le créer orthonormé, et dans ce cas-là, vous n'avez pas trop l'habitude. Soit si tu vas créer un repère, tu vas créer un repère ici. Cet axe-là, bon bah pour ce point c'est bien, pour ce point c'est bien, mais pour celui-ci, tu vas pouvoir le calculer avec les formules de troisième, tu vas créer un triangle rectangle, etc. Mais ça va être compliqué, d'accord? Tu vas passer beaucoup trop de temps à faire ça. Alors que si tu appliques cette formule, c'est terminé. D'accord? Par contre, si tu avais eu un carré, oui, à mon avis, c'est la meilleure méthode. Donc ici, cette longueur, on l'a, elle vaut 3 en fait, parce qu'on est dans un parallélogramme et que AB égale DC. Fois, que vaut donc cet angle-là? Allez-y, dites-moi dans le chat, quelle est la mesure de cet angle, sachant que la somme des angles ici doit valoir 360 degrés. Mais attention, je vous conseille de ne pas raisonner en degrés, puisque l'angle vous est donné en radians. Donc vous allez aussi raisonner en radians. Allez-y, prenez 10 secondes et donnez-moi la valeur de l'angle que je cherche ici. Là. Essayez de me trouver la réponse. Allez-y. Bon, pendant ce temps-là, je vais regarder Alco, oui. Alors là, oui, c'est vrai que là, ça semble... Mais d'accord. Alco, c'était qui déjà? Natacha. Ah bah Natacha, t'es là, je t'avais pas vu. Avec le cos. Bravo. Bravo, bravo. Ok. Alors allez-y. Faites le calcul. Prenez une feuille, faites-le une fois, comme ça vous l'aurez fait. Vous aurez fait ce genre de choses. Je veux l'angle ici, sachant qu'on a donné une indication au début. Donc là, je vais l'appeler par exemple alpha. Ok. Et ensuite, donc avec ça, normalement, vous allez pouvoir me donner la mesure de l'angle. On y va. Parce que c'est cet angle-là dont j'ai besoin, moi. Vous voyez? Ils nous ont donné celui-ci. Alors, qui va être le premier, le plus rapide? Prenez votre temps, ne stressez pas, vaut mieux le faire bien une fois. Alors, je commence à avoir des réponses. 360 moins 2pi sur 3. Alors, Paul, tu ne peux pas ajouter, soustraire des degrés avec des radians. Interdit. C'est pas la même dimension. C'est le même problème qui se pose en physique. D'accord? Les choses dans une équation ou dans une formule, dans une égalité, ou lorsque tu les additionnes ou quoi que ce soit, tu dois avoir toujours les mêmes unités. Donc, soit tu décides d'être en degrés, soit tu décides d'être en radians. D'accord? Voilà, Paul, ouais, c'est ça, tu as compris. OK? Alors, il faut poser. Votre alpha, il est là. Il faut un peu raisonner. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Eh bien, alpha qui est là, en fait, il se retrouve aussi, donc là, je pense que vous allez bientôt me donner les réponses, moi je commence, il se retrouve aussi ici. C'est les mêmes angles dans un parallélogramme, les angles opposés. Voilà, Céliane, bravo, c'est ça. Voilà, ok, c'est ça. Et donc ici, bah pareil, hein, j'ai encore pi sur 3. Et donc finalement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 alpha, plus pi sur 3 plus pi sur 3, donc 2 fois pi sur 3, d'accord? Ça plus ça plus ça plus ça, donc ça me donne ça, 2 fois l'angle alpha, 2 fois pi sur 3, et ça doit être égal à 360 degrés qu'on convertit en radians pour obtenir 2pi. Et voilà, bah vous avez une équation tout simplement à résoudre avec votre inconnu qui est ici. Et bien tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier le 2 qui est là, le 2 qui est là et le 2 qui est là. Comme tout le monde possède un 2, je peux diviser tout le monde par 2, d'accord? Ça, j'ai le droit de le faire. Je me retrouve donc finalement avec, j'écris au-dessus, hein, d'accord? Vous avez suivi. En dessous aussi, je peux écrire en dessous. Donc, je me retrouve avec alpha plus pi sur 3 égale pi, ce qui équivaut à alpha égale pi moins pi sur 3, ce qui donne 2 pi sur 3. Voilà, bah, j'ai la mesure de mon angle. Donc cosinus, hein, attention, hein, cosinus de 2 pi sur 3. Allez-y, dites-moi dans le chat quelle est la valeur de
cosinus de 2pi sur 3 à la ligne d'en dessous. Hein. Pas de calculatrice ici, hein, sinon vous allez obtenir des valeurs arrondies, etc. C'est pas bon. Donc, allez-y, donnez-moi la valeur de 2pi sur 3. 2pi sur 3, Augustin, bonne réponse. Oui, Blas, bravo. Ça fait 2pi sur 3. Paul aussi a donné la bonne réponse. Céliane aussi. Voilà. Très bien. 2pi à la place. Très bien, Anna. C'est ça, on remplace 360 degrés. Répondez-moi à la question suivante pendant ce temps-là. Pendant que je vous félicite. Gilles, oui, c'est ça. Ok. Paul a raison. Ouais, c'est ça. On peut aussi fonctionner comme ça. Très bien. Les autres aussi. Joseph, t'en es où? Natacha? Réveillez-vous. Très bien. Alors, hop, je reviens. Alors, moins 1,5. Alors, on va regarder. Moins 1,5, on me dit, c'est Gilles qui me dit ça. Ben, on y va, on va tracer notre cercle. Ici, je commence à avoir des réponses qui apparaissent. Bon, je vois que vous appréciez mes vidéos. Franchement, 4 likes. Je vois, je vois. Moi, je cours partout, à gauche, à droite. Non, je rigole. Hein. Vous pouvez dislike aussi. Hein. Ça ne me dérange pas, évidemment. Ça, c'est pas un cercle. Ça, c'est pas un cercle. Alors, on y va. Hop. Ça, c'est un vrai cercle, ça. 2pi sur 3. 1pi sur 3. Et là, vous avez finalement 2pi sur 3. Je cherche le cosinus de 2pi sur 3. Le cosinus se lit ici. Et je me retrouve au milieu. C'est moins 1,5, comme tu as dit, Gilles, bravo. 4 fois 3 fois moins 1,5. OK? Bravo, bravo tout le monde. Là, Paul aussi. Joseph. Oui, c'est bien. Joseph, c'est le prof. OK. Donc, vous avez compris là l'idée. Ça c'est du classique. Hein. D'accord? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais simplifier tout de suite. Regardez le 2 qui est là. Avec, hop, il me restera un 2. Et là, je peux faire mes calculs. 2 fois 3, 6. Avec un moins 6. Est-ce qu'on nous a donné cette réponse? Oui, c'est la réponse D. Il y a 2 dislikes. Il y a déjà 2 dislikes. C'est grave, hein, franchement. Franchement. Enfin bref, venez en dislike tous. Tu vois, regarde la méchanceté de l'être humain. Non mais allez-y. J'ai trouvé la même chose. Bravo, aucune originalité. C'est ça. Ça, c'est la jeunesse. Bon bah voilà, ok, c'est bon pour tout le monde. On passe à la question suivante. De toute façon, regardez, c'est pas compliqué. À chaque dislike, vous avez le droit à 10 minutes de plus. Non, je rigole, ça se fait pas. Si, je vais le faire. Question 4. Allez, on y va pour la question 4. Qu'est-ce qu'on nous dit à la question 4? Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère la droite D1 d'équation qu'on vous donne ici. On vous dit que la droite D2 est perpendiculaire à la droite D1. Et elle passe par le point A de coordonnées 1, 1. Et on vous demande, en fait, on vous demande quelle est son équation à cette deuxième droite D1. Alors, je veux des mots, je veux un truc qui apparaît, je veux des petites indications en un seul mot. Essayez de me trouver un mot qui puisse me faire comprendre que vous avez compris, ou une phrase si vous voulez. Allez-y, trouvez-moi quelque chose. Comment je vais m'y prendre là-dedans? Donc, allez-y. Normalement, vous avez déjà dû commencer à faire l'exercice pendant que j'efface ici et pendant que je fais un petit dessin. Mais le problème, c'est que dès que je vais faire le dessin que vous auriez dû faire, vous allez obtenir la réponse. Vecteur normal, bravo, c'est ça. C'est des mots, c'est un mot comme ça, c'est le vecteur normal. On va aller chercher le vecteur normal, un vecteur normal de la droite D1. On va chercher un vecteur normal de la droite D1 et ce sera terminé, on aura gagné. Mais en faisant un petit dessin de ce qu'on nous répond, je ne vais pas faire un repère, etc. Ça va être juste faire donc la droite B, voilà, hop, là, ma droite B par exemple. Et on nous dit que la droite D1 bah, est perpendiculaire à la droite D. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire? D1. Et on nous dit en plus que ça passe par le point A, supposons qu'on le positionne là, peu importe, c'est pas important. Scalaire, ouais, non, bah on va pas utiliser ça, Paul, on va pas utiliser ça. On pourrait, mais on va pas le faire. Vecteur normal, produit scalaire, non, Natacha, on pourrait le faire, hein. On pourrait, oui, parce qu'en fait, dès que vous pensez, mais ça, en fait, c'est très bien, d'accord? Dès que vous voyez perpendiculaire, bah, vous pensez au produit scalaire nul, c'est bien, c'est bien. Mais c'est pas ça qu'on va faire.
parce qu'on a le cours qui nous dit, qui nous donne un vecteur normal directement. Alors, quoique on pourrait le faire hein, ici. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que je peux dire du vecteur directeur de cette droite et du vecteur, on va prendre, oui, il y a plein de façons de faire ici, d'accord? Qu'est-ce que je peux dire du vecteur directeur de cette droite par rapport à la droite D1? Ça, c'est le vecteur directeur en bleu, c'est la même chose. Qu'est-ce que je peux dire de ce vecteur concernant la droite D1? Qu'est-ce que je peux dire là, hein, à votre avis? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque quoi? Qu'est-ce que je remarque? Ben, je remarque que si U, allez-y, trouvez-moi la réponse, est un ouais, il y a plein de façons de faire. On va garder cette façon-là. Si U est un vecteur directeur de D, alors U est un vecteur comment? Est un vecteur comment? AD1. Perpendiculaire, Blas, il est normal, Paul il dit, Gilles il dit normal aussi, AD1, perpendiculaire pour Céliane. Alors faites attention, d'accord? Rappelez-vous cette histoire. On ne dit pas vecteur parallèle, on dit vecteur collinaire. On ne dit pas qu'un vecteur est perpendiculaire à une droite. Ça, c'est perpendiculaire, on garde ça pour deux droites entre elles, d'accord? Ou pour plusieurs. On dit normal, d'accord? Donc l'idée n'est pas fausse de ce que vous dites, mais on ne dit pas que ce vecteur est perpendiculaire à la droite D1, on dit que ce vecteur est normal à la droite D1. Normal. Bravo. Ça gagne des points. Attention, hein. Vous êtes en train d'abuser de ma générosité là. Bravo Karine. Normal. Oui, Natacha, normal. Augustin, vecteur AD. Non, là pour le coup, ça ne veut rien dire, Augustin. C'est normal, hein. Attention. Attention, attention. Eh bien, allons-y. Comment je vais pouvoir trouver D? On connaît son équation, c'est donné. On l'a donné, ça vaut 3x moins 4y plus 1 égale 0. 3x moins 4y plus 1 égale 0. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un vecteur, du coup, directeur de cette droite? On l'a vu dans le cours, il y a une formule, en fait, il y a une propriété qui vous dit, bah, si tu as l'équation cartésienne, vous êtes capable, avec l'équation cartésienne de la droite D1, de me donner soit un vecteur normal, qui est plus facile à trouver, soit un vecteur directeur, juste en regardant les coefficients ici, d'accord? Le vecteur normal, mais je n'ai pas besoin ici du vecteur normal, hein. Moi je veux un vecteur directeur en la grille de D. Mais juste je vous dis, hein, ici, un vecteur normal, bah, ce serait AB, 3 moins 4. Mais ce n'est pas ce que je veux. J'aurais pu prendre lui aussi, hein. Il y avait plusieurs façons de faire, mais on va faire cette façon-là, parce que sinon on va passer trop de temps. Moins AB, Gilles, non, c'est pas moins AB. Attention, allez-y, essayez de me trouver FCT. Il y a une petite erreur. Gilles, elle me dit moins A et B. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Alors d'autres? Alors, Gilles, moins 3, 4. Non, 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 c'est pas ça la formule. Moins 4, 3, oui, c'est ça, Paul. Parce qu'en fait, le cours vous dit que si vous avez une équation ax plus by plus c égale 0, alors, d'accord, vous ne l'écrivez pas ici, c'est le cours, hein. Alors, moins BA, alors que l'autre c'est AB. Pour le vecteur normal, c'est AB, c'est A et B. Pour le vecteur directeur, pour un vecteur directeur, vous avez par exemple moins B, vous prenez lui, vous le mettez ici. C'est pour ça que je vous avais dit, hein, cette formule-là, on ne la retient pas très bien. Donc, il y a d'autres manières de faire, mais on va l'utiliser ici puisque c'est un QCM. Oui, voilà. Oui, Paul, Gilles, Augustin. Augustin, est-ce que c'est moins? Non, c'est pas BA.
Attention, Augustin, il ne faut pas oublier le moins. Est un vecteur directeur. C'est ça que vous dit le cours. D'accord? Tout ça, il y a des vidéos. Je suis en train de faire des vidéos. Elles seront prêtes. Je la mettrai en lien si vous avez envie de revoir tout ça. D'accord? Et du coup, j'applique là. Donc, on me dit B, c'est lui là. C'est moins 4. On me dit, tu mets moins B ici. Donc, tu mets 4. Et A, 3. C'est ça que vous m'aviez donné? Oui, c'est ça. Bravo, 4, 3. Oui, Mathéo, c'est ça. Oui, c'est Liane. Non, pas 3, 4. Attention. C'est pas AB. C'est pas A moins B. C'est moins BA. OK? Ah oui, Mathéo, c'est ça. OK? Ça marche pour tout le monde? Moins B, A. Moins B, A. Moins B, moins 4 et A. D'accord? Et directeur de D. Et puisque ces deux droites sont perpendiculaires, du coup, on le voit ici, hein, le vecteur U est un vecteur normal à D1, est un vecteur directeur de D, mais aussi un vecteur normal à D1. Alors quoi? Si c'est un vecteur normal, cette fois, je sais que ça va donner 4x plus 3y plus c égale 0. Voilà, ça c'est du cours là. Pour le coup, on est dans des choses du coup très simples. C'est bon, Augustin, tu as compris? Parfait. Très bien, très bien. C'est ça. Merci Gilles pour l'explication. Il me reste à trouver C. Comment je trouve C? Grâce au point A. Parce que le point A appartient à la droite, donc ses coordonnées doivent vérifier cette équation, l'équation de la droite, une équation cartésienne de la droite D1. Je vais remplacer le x par 1, je vais remplacer le y par 1 et je vais pouvoir trouver la valeur de C. Je vais le faire ici dans ce petit coin. Allez, non, je vais le remettre là. Ça marche? Ok, de toute façon, vous avez la vidéo, c'est pratique. Du coup, 4 fois 1 plus 3 fois 1, les coordonnées de A qui sont sur la droite, donc ces coordonnées doivent vérifier l'équation. Je pense que ça, vous l'avez enregistré. Plus C égale 0, donc C égale moins 7, et donc c'est la réponse. C'est la réponse B. C'est la réponse B. D'accord? Si on était en rédaction, on conclut évidemment. Hein. Ainsi, D1, 2 points, a pour équation 4x plus 3y moins 7 égale 0. Réponse B. D'accord? Parfait. Oui, Paul. Bravo, Karine. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, à l'univers pour la dernière question. Ensuite, on fera une pause et on se retrouvera dans 15 minutes. Parce que pour moi aussi, c'est un peu fatigant d'être toujours debout. Allons-y. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. C'est la B du coup. Oui, c'est ça, Blas. Bravo, Augustin, c'est ça. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Les droites D et D' d'équations respectives sont confondues, séquentes, parallèles ou perpendiculaires. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à cette question? Comment faire pour essayer de répondre à cette question? Il y a plusieurs façons de faire, d'accord? Il y a plusieurs façons de faire. On aurait pu y répondre dès la seconde. Je vais vous donner deux façons. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais effacer ici. Je vous laisse un peu réfléchir. Comment pourrait-on savoir si ces droites sont séquentes, sont parallèles? Ou ça, c'est typique des questions que vous allez voir l'année prochaine en terminale dans la géométrie dans l'espace. Vous allez en avoir plein comme ça, donc il faut savoir répondre. Oui, Ludivine, c'est ça. Bravo. Alors, bon, est-ce que les droites sont parallèles? Est-ce que les droites sont séquentes? Est-ce que les droites sont perpendiculaires? Ou c'est quoi la quatrième? Confondues.
Bon, j'aurais pu mettre des couleurs partout, mais vous m'avez compris. Perpendiculaire, parallèle, séquente ou confondu. Alors, on va regarder chacun des cas, comme ça, vous allez l'avoir en tête. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Allez, sans que je vous donne aucune indication, on est dans le cours. Situez-vous avec les notions, avec les objets du cours, et dites-moi ici ce que vous pouvez me dire dans le cas de deux droites parallèles. Il y a deux choses, je voudrais que vous me disiez deux choses. Confondu Anna, c'est quand elles sont superposées. Merci beaucoup Céliane, ça gagne des points, ça gagne des points. Et on regarde s'ils sont collinaires ou normaux. Ça veut dire quoi? On prend leur vecteur directeur. Ok, très bien, bon, bah, on y va. Céliane, elle vient de donner. C'est vrai, c'est vrai. Deux droites parallèles possèdent. Voilà, regardez, imaginez, hein, n'oubliez pas, hein, c'est pas forcément la même longueur, les vecteurs directeurs. Hein, d'accord? Il y en a une infinité pour chacun, pour chacune des droites. Donc oui, ces deux vecteurs sont collinaires. Effectivement, effectivement. Si le vecteur directeur de la première droite est collinaire à un vecteur directeur de la seconde droite, vous allez pouvoir tout de suite affirmer que ces deux droites sont parallèles. Mais n'oubliez pas une chose. Alors, tu as les équations, Céliane. Tu as l'équation de la droite. La première droite est à l'équation cartésienne de la seconde droite. On vous a donné les deux équations cartésiennes. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que vous préférez? Aller chercher un vecteur directeur lorsque vous avez une équation cartésienne ou vous préférez aller chercher un vecteur normal? Qu'est-ce que vous préférez? Je vais refaire le dessin en couleur. Oui, ça c'est vrai aussi. Alors, Road to Sanction, je ne sais pas qui c'est. Effectivement, d'accord, ça c'est ce qu'on voit en seconde. C'est vrai aussi, donc ça ce serait la troisième chose. Il faudrait que le coefficient directeur de l'un soit le même que le coefficient directeur de l'autre. Le problème de raisonner en termes de coefficient directeur, même si tu peux l'avoir en faisant quelques manipulations, c'est que ça ne s'obtient pas en un coup de crayon tout de suite. C'est un tout petit peu plus long que d'obtenir un vecteur collinéaire ou encore autre chose de mieux, vous allez voir dans quelques secondes. D'accord? Normal, oui Anna. En fait, parce que voilà, c'est ça. Nous, on préfère. Parce que aller chercher un vecteur normal lorsqu'on a une équation cartésienne, c'est très simple. Vous allez regarder le coefficient a devant x, vous prenez le coefficient b devant y, et ça y est, vous avez un vecteur normal. Je viens de l'écrire ici il y a 2 secondes. Du coup, tout ça, hein, c'est dans les vidéos précédentes hein, expliqué. Donc là, on est vraiment. Donc normalement, tout ça, vous devez le savoir. Donc en fait, l'idée ici, regardez, je vais mettre des couleurs. Vous pouvez, comme a dit Céliane, passer par les vecteurs directeurs, mais vous pouvez aussi, qu'est-ce que vous pouvez me dire des vecteurs normaux, des vecteurs normaux à ces deux droites là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Regardez. Hop. Et là, encore un vecteur normal à la droite verte. Et bien, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces deux vecteurs? Laisse-le, Paul. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu ici, c'est pour tout le monde. C'est bienvenu, Yacine. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire? Eh bien oui, en fait, une autre façon de voir si deux droites sont parallèles si et seulement si un vecteur normal à l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Si ce n'est pas le cas, alors on va être dans ce cas-là ou dans ce cas-là. On pourrait très bien être dans ce cas-là aussi. Ici aussi, regardez, le vecteur, c'est la même droite de toute façon. Hein. Je fais exprès de le mettre dans des flèches dans des sens différents parce qu'il y a une infinité de vecteurs normaux donnés à une droite. Donc du coup, l'idée dans cette question, elle est simple. Vous allez prendre, regardez, qu'est-ce que je peux dire ici, là? On ne va pas faire 4 cas, hein, on va faire qu'une seule. On ne connaît pas la réponse à l'avance, mais ce n'est pas important. Parce que regardez, hop, vecteur normal. Hop, vecteur normal. Et ben voilà. Ici, regardez, ici, dans ce cas de figure-là, regardez. Hop, vecteur normal. Hop, alors, vous savez quoi, je vais le faire un peu mieux parce que sinon, vous risquez de croire des choses qui ne sont pas vraies.
Ouais, c'est bien comme ça, c'est bien, vous allez comprendre. Ah bah, j'aurais dû le faire en rouge. Voilà. Hop. Regardez. Hop. Alors, on y va, on récapitule. Je regarde juste si vous avez des petites questions. Elles sont collinaires, oui, c'est ça, collinaires. Augustin, bravo. Karine, Augustin, Blas, Ludivine, Paul, Mathéo, tout le monde a donné les bonnes réponses. Concentrons-nous. Oui, Gilles, bravo. De toute façon, c'est la dernière question. Après, on fait une pause. Et on se retrouvera. Je vous enverrai un autre lien pour le live suivant. Comme ça, on mettra le live en pause. Alors, je prends donc à chaque fois, je préfère. Vous avez le droit de prendre les vecteurs, des vecteurs directeurs, mais on en a parlé juste avant. C'est préférable de prendre des vecteurs normaux. Donc, je prends. Si je prends deux vecteurs, les vecteurs normaux de chacune des droites. Si les deux droites sont parallèles, les vecteurs normaux seront collinaires. Si les deux droites sont perpendiculaires, les vecteurs normaux seront orthogonaux. Donc, le produit scalaire, ici, sera nul. Là, il suffira juste de regarder s'il passe par le même point. Et ici, en fait, on tombera c'est ni collinaire, ni orthogonaux. D'accord? Donc allons-y, maintenant, attaquons-nous à la rédaction. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a compris cette idée? Vous n'avez pas de mal, normalement, je trouve, avec ce genre de choses. Donc, alors, là, pour D, un vecteur normal, c'est 2 moins 1. Pour D, U, allez, je vais l'appeler U. J'ai dit quoi? J'ai déjà oublié. 2 moins 1. 2 moins 1 est un vecteur normal. Peut-être sorti, c'est pas grave. Pour le second, c'est moins 4, 2. Pour moins 4, 2. V pour D1 est un vecteur normal. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces deux vecteurs-là, juste à vue d'œil là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des calculs? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces deux vecteurs? Qu'est-ce que vous remarquez de ces deux vecteurs? Dites-le moi dans le chat là. Vous ne voyez pas ça tout de suite? Est-ce que j'ai vraiment besoin de calculer le déterminant? Est-ce que j'ai vraiment besoin de calculer le produit scalaire? Est-ce que je ne peux pas tout de suite donner une relation entre ces deux vecteurs? Allez-y, essayez de me donner la réponse. Qu'est-ce que je peux dire entre ces deux vecteurs? Allons-y, juste à vue d'œil comme ça. Juste à vue d'œil. Juste à vue d'œil, ça se voit, c'est gros comme un camion là. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je remarque? Alors, donc collinaires, ils sont égaux. Céliane, tu as vraiment l'impression qu'ils sont égaux, ces deux vecteurs? Franchement. Par contre, tu as la bonne réponse juste au-dessus. Attention, attention, Céliane. Deux vecteurs égaux sont collinaires 100% du temps, c'est les mêmes vecteurs. Mais deux vecteurs collinaires ne sont pas toujours égaux. C'est pas vrai. D'accord? Ça, c'est pas vrai. Fais attention. Non, non, ils sont pas égaux. Je sais pas la différence. Égaux ou semblables. Non, c'est pas ça. Oui, Céliane. Céliane, mais attention, on l'écrit pas avec les droites. Hein. C'est ça. Opposés. Non, ils sont pas opposés. Tu vois bien? Parce qu'ici, tu aurais dû avoir moins 2 et 1 pour qu'ils soient opposés. Opposés. Non, non, non. Collinaires, Mathéo. Oui, c'est ça. Bah oui, ils sont collinaires. En fait, autrement dit, ils sont proportionnels. Qu'est-ce que je remarque? On remarque comme ça m'évite de faire des calculs. On remarque que le vecteur V vaut, ou on peut l'écrire dans l'autre sens, vaut moins 2 fois le vecteur U. Ça se voit, c'est gros comme un camion. Si je multiplie ça par moins 2 et que je multiplie ça par moins 2, je tombe exactement sur le vecteur V. Alors, ces vecteurs sont proportionnels donc collinaires. Donc collinaires. Alors, je suis dans quel cas de figure? Alors, les droites, dites-moi dans le chat, alors les droites D et D1 sont comment? Allons-y, dites-le moi dans le chat. Ça va être quoi la conclusion si vous vous souvenez des 4 schémas que j'ai fait? Si les vecteurs normaux sont
Collinéaire. Qu'est-ce que je peux dire des deux droites? Oui, c'est ça. C'est ça, Paul, multiplié par 2. Oui, Gilles. Attention, ne l'écrivez pas avec les droites, Gilles. Jamais on écrit qu'une droite vaut moins 2 fois une autre droite. On écrit en termes de vecteurs, d'accord? Ne confondez pas les choses, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire du coup des droites D et D1? Qu'est-ce que vous allez pouvoir me dire? Parallèle, oui, parallèle, oui, oui, c'est vrai, oui, oui, mais, attention, parallèle, oui, mais peut-être confondu. Qui te dit que pour l'instant, on ne sait pas. Sont parallèles ou confondus. On ne sait pas encore. C'est pas terminé. Vous croyez qu'on allait vous lâcher aussi facilement? Non, non, non. On veut que vous ayez des parallèles. Oui, c'est pas faux, mais ça se trouve, elles sont plus que parallèles. Peut-être. Paramètres. Ok, oui. Alors qui m'a répondu là-bas aussi? Blas, Ludivine, oui, parallèle. Mais aussi pas, mais aussi confondu pour l'interrogation, ou aussi plutôt, tu devrais écrire Karine, pas mais aussi, ou peut-être confondu. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour savoir si, quelle est la réponse que je vais donner? Donnez-moi en un mot, en quoi que ce soit, avec un petit mot pour me dire comment je vais faire pour savoir si je suis là-dedans, si je suis là-dedans, si je vais cocher la case A ou est-ce que je vais cocher la case C. Donnez-moi en un mot, comme d'habitude, en un mot, une idée, ce que vous voulez. Comment je vais pouvoir savoir ça? Comment je vais pouvoir savoir si je coche ça ou je coche ça? Comment? Allez-y. Alors, comment je vais pouvoir savoir si je coche la case A ou la case C? Je vais y aller au pif, au hasard. Alors, j'ai une réponse, Paul. Mais elles ne sont pas confondues car elles n'ont pas la même équation. Ah oui, mais non, Paul. Oui, mais non, Paul. Parce que n'oublie pas une chose. On dit, pourquoi on se tue à dire une équation cartésienne? On ne dit pas l'équation cartésienne. On dit une parce que tu en as une infinité pour une même droite. Ça se trouve, c'est la même. Donc il me faut autre chose, il me faut autre chose. Et si c'est la même, ça veut dire qu'elles sont confondues. Oui, on vérifie en prenant un point au hasard. C'est ça, tu as compris, Céliane, mais on ne va pas le prendre au hasard. Puisqu'on nous dit, on nous donne un point. Regardez dans l'énoncé. Vous n'avez jamais utilisé. Ah non. Ah non, vous ne le donne pas. Effectivement. Oh oui. C'est moi qui j'ai confondu avec l'exercice suivant. Mais c'est exactement ça, Céliane. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point appartenant à l'un et je vais regarder s'il appartient à l'autre. Bon. Il y a plus rapide. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'il est possible? Regardez les équations des deux droites. Je vais vous les réécrire. 2x moins y plus 5. Et là, Paul, il va me dire, oui, mais c'est ça, c'est pas la même, mais il fallait être plus précis. Y plus 5, et vous pouvez très bien, vous remplacer x par un nombre, vous trouvez la valeur de y correspondant, donc vous avez un point qui appartient à cette droite. Vous regardez si ce point, les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la seconde droite. Si c'est le cas, vous dites que les droites sont confondues. Moins 4x plus 2y plus 7. Comment je passe de 2 à moins 4? Je suis obligé de multiplier par moins 2. Je multiplie par moins 2, ça marche. Mais si je multiplie 5 par moins 2, je n'obtiens pas 7. Donc ça ne représente pas la même droite. Parce que certes, il y a une infinité d'écritures pour une seule droite, une infinité d'écritures en équation cartésienne pour une seule droite, mais par contre, toutes ces droites, elles sont, leur écriture, leur équation cartésienne, sont en fait égales à une constante près. Ça veut dire que vous multipliez une des droites ou vous divisez tous les termes de l'équation par un nombre, vous allez obtenir une autre équation cartésienne qui représente la même droite. Et là, en fait, pour passer de là à là, on fait x2, fois moins 2, ça marche. De passer de là à là, on fait fois moins 2, ça marche. Mais de là à là, ça ne marche pas, donc ça ne peut pas être la même. Donc les droites sont ce qu'on appelle strictement parallèles, en fait. D'accord? Ainsi, on dit strictement parallèles. Du coup, en réalité, cet exercice, la dernière,
Si vous répondiez parallèle et qu'elles étaient confondues, bah on aurait dû vous donner les points. Parce que parallèle peut dire aussi confondu. Ils auraient dû écrire strictement parallèle. C'est-à-dire que si vous entourez parallèle, même si elles étaient confondues, eh ben on doit vous donner les points parce que parallèle contient le mot confondu dedans. D'accord? Elles sont donc parallèles. La réponse C. Oui, bravo. Avec un point, c'est ça, Karine, bravo. Ça veut dire qu'elles sont confondues.